Bon début d'après-midi à tous, ici Patricia Charbonneau et bienvenue sur les ondes de Radio UQAM. Aujourd'hui en manchette, de nouvelles avancées concernant l'écrasement d'avions en Éthiopie surprennent. Le président de l'Algérie renonce à un 5e mandat et Catherine Fournier fait une annonce importante en politique. Suite à l'écrasement du Boeing 737 MAX 8, des enquêteurs de l'Agence éthiopienne de l'aviation civile ainsi qu'une équipe technique de Boeing investiguent présentement sur les lieux de l'incident. Un reportage de Vicky Pagé. Les enquêteurs ont retrouvé les 2 boîtes noires de l'avion qui s'était écrasé dimanche dernier. Le processus est actuellement en cours afin de décoder le contenu de ces boîtes renfermant les enregistreurs de conversation des pilotes. Il s'agit d'un 2e accident du même modèle d'avion de Boeing en moins de 6 mois. Le 29 octobre dernier, 189 personnes avaient perdu la vie au large de l'Indonésie. C'est donc suite à l'écrasement d'hier qu'on s'interroge à savoir si le Boeing 737 MAX 8 est réellement sécuritaire. En plus des 18 Canadiens qui ont péri dans l'écrasement, un total de 35 nationalités étaient à l'intérieur de l'appareil. Les 157 passagers et membres de l'équipage sont tous décédés. Jusqu'à nouvel ordre, plusieurs compagnies aériennes, dont Ethiopian Airlines, ont suspendu les vols de l'appareil en question. L'action de Boeing a également chuté de 10 % à la bourse. C'était Vicky Pagé en Éthiopie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait une annonce importante aujourd'hui. Abdelaziz Bouteflika, le président de l'Algérie depuis 1999, a décidé de renoncer à la présidence de son pays. Cette nouvelle tombe dans un contexte où des milliers d'Algériens de partout à travers le monde contestent sa candidature. L'homme de 82 ans, qui était lourdement diminué depuis son AVC de 2013, était accusé par ses opposants d'être la marionnette des militaires, des hommes d'affaires et de sa famille qui était reconnue pour s'accrocher désespérément au pouvoir. Alexandra, la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, a fait une annonce importante ce matin concernant son avenir au Parti québécois. Oui, en effet, Catherine Fournier a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse tenue à Longueuil qu'elle quittait le Parti québécois afin de siéger à titre de députée souverainiste indépendante. Il s'agit d'une grande perte pour le parti qui n'a désormais que 9 députés à l'Assemblée nationale. Ainsi, elle pourra s'investir pleinement à remettre sur pied un mouvement souverainiste plus adapté à l'époque actuelle qui pourra aller jusqu'où les autres ne sont jamais arrivés. Elle estime d'ailleurs que les souverainistes sont toujours bien présents au Québec, mais que la plupart d'entre eux n'ont malheureusement plus d'appartenance au parti politique actuel. Aujourd'hui, les souverainistes se retrouvent en nombre quasi égal au Parti québécois et à la CAQ. Un certain nombre est également à QS, mais ils sont également nombreux dans le lot des abstentionnistes qui ne voient malheureusement même plus l'intérêt de voter. Et quelles sont les raisons de cette importante décision? Elle mentionne que cette décision a été prise dans un souci de transparence et de sincérité et assure qu'elle a été prise après mûre réflexion. Après 8 ans d'implication auprès du parti, elle juge aujourd'hui que les Québécois ont perdu confiance envers le Parti québécois et qu'il est malheureusement trop tard pour le sauver. Je vous laisse écouter un extrait de sa conférence où elle fait le point sur sa vision actuelle du parti. À force de perdre, le Parti québécois est devenu perdant. Du même coup, il a aussi perdu beaucoup de sa pertinence. C'est logique. Après tout, pourquoi voter pour un parti incapable de réaliser le projet pour lequel il a été fondé? En entrevue cet après-midi à TVA, le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a mentionné qu'il ne comprenait pas la décision de Mme Fournier, en plus d'ajouter qu'il n'était pas au courant de cette annonce. Il souligne également que ses électeurs l'ont élu sous la bannière du Parti québécois et que par souci d'éthique, elle devrait démissionner et tenter de se faire réélire en tant que députée indépendantiste. Et quelles sont les conséquences de cette décision sur le Parti québécois? Le départ de Catherine Fournier implique que le Parti québécois se retrouve maintenant avec 9 députés à l'Assemblée nationale, soit un de moins que Québec solidaire. Toutefois, il ne perdra pas nécessairement son titre de 2e groupe d'opposition. En effet, l'entente convenue à l'automne dernier stipule que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale prennent compte des résultats électoraux du 1er octobre, et ce, pour toute la durée de la 42e législature. Pour aller à l'encontre de cette entente, il faut que tous les partis donnent leur appui. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, a déjà commencé à faire pression dans le but d'obtenir le statut de 2e groupe d'opposition. Un an s'est écoulé depuis la disparition du petit Ariel Kouakou. Un an sans avancée.
Le réseau Enfants Retour et le Centre canadien de protection de l'enfance viennent de mettre en place de nouvelles initiatives afin de retrouver le petit. 68 stations de métro afficheront sur leurs écrans numériques la photo du garçon et la banque CIBC l'exposera également sur leurs enveloppes de facturation mensuelle du mois de mai. Rappelons qu'Ariel a été aperçu la dernière fois dans le parc de Batelier qui mène à la rivière des Prairies. Une montée des groupes anti-vaccination a fait baisser le taux de prévention mondiale de 95 à 75 %. Cette baisse serait la source de la réapparition de certaines maladies telles que la rougeole, explique l'Organisation mondiale de la santé. Un reportage d'Annie Saint-Jacques. Une épidémie de rougeole fait rage aux Philippines. Plus de 200 enfants en bas âge sont décédés depuis janvier dernier. La crise a débuté vers la fin de l'année 2017 suite à l'échec d'un vaccin contre la dengue, une maladie virale transmise par les moustiques. Le vaccin Denvaxia avait été arrêté en catastrophe en 2017 suite au décès de plusieurs enfants. Des chercheurs de l'OMS avaient trouvé que l'administration du virus chez les gens ayant jamais été atteints de la maladie pouvait provoquer la mort. Scott Halstead, virologiste et spécialiste de la dengue, explique que la première exposition au virus, soit la vaccination, peut provoquer des légers symptômes, mais c'est la seconde exposition qui provoque des réactions fortes, voire mortelles. En réponse à l'échec du vaccin Denvaxia aux Philippines, les parents ont massivement cessé de faire vacciner leurs enfants, augmentant les cas de rougeole de quelques 2000 en 2017 à plus de 18 000 cas en 2018. L'OMS rappelle que la vaccination prévient près de 3 millions de décès chaque année et que 29 % de la mortalité infantile aurait pu être évitée par celle-ci. Ici Annie Saint-Jacques à Manille. Du côté des sports, l'annonce d'un nouvel entraîneur pour le Real Madrid suscite beaucoup de réactions dans le monde du soccer européen. 9 mois après son départ, Zinedine Zidane sera dès demain de retour derrière le banc du Real Madrid en tant qu'entraîneur-chef. L'organisation a procédé aujourd'hui au licenciement de l'entraîneur actuel, l'Argentin Santiago Solari, pour ensuite nommer officiellement Zidane comme entraîneur-chef. Le Real Madrid connaît une période creuse à la suite de son élimination de la Ligue des Champions en 8e de finale contre l'Ajax Amsterdam, en plus de son retard de 12 points face au FC Barcelone dans le classement de la Liga espagnole. Dans le monde du tennis, nos Canadiens évoluent très bien sur le circuit de l'ATP à Indian Wells. Au premier Masters 1000 de la saison, Bianca Andreescu n'a eu besoin que de 56 minutes pour se défaire de son adversaire Stéphanie Vogel par la marque de 6-1 et 6-2. De son côté, Denis Shapovalov a eu le dessus sur l'Américain Steve Johnson en 2 manches de 6-3 et 6-4. La 24e tête de série du tournoi retrouvera ses compatriotes Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime au 3e tour où il se mesurera au Croate Marin Cilic. Nous apprenions que l'anxiété est un fléau qui touche de plus en plus de jeunes au Québec. Marianne, tu as décidé d'approfondir la question aujourd'hui. En te basant sur ce que tu as appris, comment expliques-tu l'explosion de cas d'anxiété? C'est assez dur à dire, en fait, Patricia. On n'a pas de réelles explications qui justifient l'augmentation des troubles anxieux. Par contre, j'ai trouvé une analyse sociologique très intéressante qui tente d'expliquer le phénomène. Donc, c'est selon le philosophe Pierre Dadreau et le sociologue Christian Laval, les causes de l'anxiété peuvent se justifier par le système néolibéral dans lequel on vit. Ce système associe donc un niveau modéré d'inconfort, donc l'anxiété, à une augmentation de la performance. On nous demande donc de nous gérer comme des entreprises, et tout comme une entreprise, on nous demande de nous gérer nous-mêmes plutôt que d'intervenir auprès de l'environnement des individus pour limiter les sources d'anxiété. Et pouvons-nous noter un changement dans le traitement des personnes anxieuses de nos jours? Pendant très longtemps, en fait, on a associé l'anxiété au stress. Et ça, c'est pas la même chose. Alors que le stress est une réaction normale aux aléas de la vie, l'anxiété, elle, est un trouble chronique. Audrey Beaulieu, qui souffre d'anxiété généralisée, d'anxiété sociale et de troubles de panique, a longtemps trouvé que les personnels des écoles n'étaient pas assez outillés pour accompagner les gens anxieux. Au secondaire, j'avais pas vraiment de mesures. Je dirais que je les prenais moi-même. Donc, c'est sûr que si, mettons, je faisais une attaque de panique, j'allais juste quitter la classe, peu importe ce que le prof en pense, parce que j'étais juste plus capable. Mais j'avais pas vraiment de mesures spéciales. J'avais eu un plan d'intervention, mais c'est vraiment pas adapté, là. C'est comme le même plan d'intervention qu'ils donnent aux gens avec des difficultés d'apprentissage. Or, en décembre dernier, l'Institut de statistique du Québec a révélé qu'entre 2010 et 2017, la proportion
proportion des jeunes qui se disent anxieux au secondaire est passée de 9 à 17 %. Les écoles sont donc poussées à s'adapter à cette réalité qui prend de plus en plus d'ampleur. Emma Félix-Lorrain, qui est médicamentée pour ses troubles anxieux, sent que même si la stigmatisation est moins présente, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Auprès du monde, juger parce que tu as de l'anxiété, pas tant que ça, parce que ça devient de plus en plus normalisé. Là. De plus en plus de personnes en ont, justement, les jeunes. C'est connu pour justement dire que le monde en a de plus en plus. Mais il y a encore bien du monde, surtout les plus vieux, les adultes, qui connaissent moins ça, qui vont dire « Oh, l'anxiété, là, tout le monde s'en invente. » Merci beaucoup, Marianne. Le Conseil du statut de la femme présente son plus récent rapport sur la parité homme-femme dans les postes décisionnels du Québec. Les femmes sont sous-représentées dans les municipalités régionales de comté, occupant 19 % des postes de maire et 35 % des sièges de conseillers municipaux, a révélé une compilation du statut de la femme. Les données précisent qu'elle se rapproche de l'égalité à l'Assemblée nationale, représentant 42 % des députés et 50 % des ministres. Les postes où elles franchissent les 60 % d'occupation demeurent les métiers traditionnellement associés aux femmes, tels que les secteurs de l'éducation, de la santé et de la culture. Ça fait un peu plus de 72 heures que le Venezuela est plongé dans l'obscurité à la suite d'une panne d'électricité à l'échelle du pays. Le président Nicolás Maduro refuse l'aide internationale et laisse la population à elle-même. Un reportage de Marguerite Morin. Principalement envoyé par les États-Unis, de l'aide humanitaire attend aux frontières du Venezuela. Clamant une attaque cybernétique de la part des États-Unis, le gouvernement Maduro s'est cependant opposé le 23 février dernier pour faire entrer des vivres dans le pays puisqu'il craint une tentative d'intervention armée des Américains. Selon les ONG et l'opposition, la panne a déjà tué au moins 15 patients dans les hôpitaux par manque de ressources médicales et de génératrices fonctionnelles. Le président intérimaire Juan Guaido a annoncé qu'il demandera à l'Assemblée nationale de décréter l'état d'urgence dans l'espoir de faciliter l'entrée des aides humanitaires dans le pays et de solliciter l'aide internationale. Cette demande devrait être effectuée aujourd'hui même. C'était Marguerite Morin à Caracas. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Patricia Charbonneau pour votre bulletin de fin d'après-midi sur les ondes de Radio UQAM.